Bienvenue dans l'espace multimédia Caisse France. Jean-Claude Jacquiot. Cette vidéo est une introduction pratique à l'analyse des risques généraux et techniques, avec un exemple générique, l'analyse des risques d'un local de distribution d'argon. Pour cette présentation, nous utiliserons la méthode Mozart et l'outil d'analyse et de gestion des risques Envision Risks. Ce film est composé de 6 séquences correspondant aux 2 modules de la méthode. Module A, c'est l'analyse des risques généraux. Module B pour l'analyse des risques techniques. Une séquence finale sera consacrée à la production des documents de risque. Le module A comprend 5 étapes. Décomposition en sous-systèmes, identifier et typer les sources de danger, modéliser et quantifier les processus de danger, analyser les scénarios de danger et les hiérarchiser, définir les moyens de protection et de prévention. Mozart est basé sur une approche systémique pour identifier les sources de danger. Pratiquement, cela consiste à recenser tous les systèmes du site. Je double-clique sur le module A. Voilà le plan du site de notre local. Celui-ci est un bon point de départ pour l'identification des systèmes et des sous-systèmes. L'approche visuelle facilite cette tâche en la rendant plus intuitive. Le plan doit comprendre tous les systèmes, ce qui ne veut pas dire que tous participeront à l'analyse de risque. Le temps et les moyens font souvent défaut dans ce domaine. Il faudra faire des choix. D'une façon générale, nous utiliserons des formulaires, comme celui-ci, pour définir les propriétés des objets étudiés. Ils peuvent tous être totalement redéfinis par l'utilisateur si nécessaire. Le libellé, ici, et une description du système sont suffisants pour l'instant. Les autres attributs seront exploités plus tard, mais nous y reviendrons. Cette première étape sera complète lorsque tous les systèmes et sous-systèmes du site seront identifiés et définis. Nous pourrons alors passer à l'étape suivante, identifier et typer les sources de danger. Identifier et typer les sources de danger. Commençons avec le système conteneur d'azote liquide. Je clique dessus et je sélectionne dans le menu 2 sources de danger. Une source de danger est déjà créée pour ce système. Elle est représentée par ce rectangle orange. Le conteneur d'azote liquide et son type A1 sous pression. Je pourrais en ajouter d'autres. Le typage se fait à partir du formulaire comme ceci. J'ouvre le formulaire et je choisis le type ici dans une liste prédéfinie. Voici la liste. Cette liste peut être enrichie de types spécifiques à un domaine particulier et maintenue dans le temps. Il y a autant de sources de danger possibles qu'il y a de correspondance entre les propriétés du système et les éléments de la liste. Éventuellement, nous pouvons entrer une description, ici. Voilà, je ferme le formulaire. Il est aussi possible de préciser la phase de vie du système pendant laquelle ce danger est présent, ici. Ce travail fini, nous pouvons passer à l'étape 3, modéliser et quantifier les processus de danger. Je vais vers le processus de danger de cette source en double-cliquant dessus, ici, comme ceci. Chaque source de danger doit posséder un processus de danger construit avec la méthode MADS, méthode d'analyse des dysfonctionnements des systèmes. Le but est d'identifier et de quantifier les événements pouvant arriver au système source de danger et qui pourraient induire un événement non souhaité ayant des conséquences sur une cible. Ceci est décrit par cette vue. C'est un processus de danger. Elle comprend le système source de danger, ici, le conteneur d'azote liquide. Des événements externes à ce diagramme agissent sur le système source. Nous avons ici 3 exemples d'événements susceptibles de produire un flux de danger. La chute de l'opérateur, un choc et une maladresse. Si un ou une combinaison de ces événements est vrai, alors l'événement initial du flux de danger peut être généré. Ici, un renversement. L'événement initial est la première composante d'un flux de danger qui en comporte 3. Le deuxième étant le flux lui-même. Tout danger peut être représenté par un flux de matière, d'énergie ou d'information. Dans notre exemple, un liquide gazeux. La troisième composante est le ou les événements finaux. Ici, un brouillard, une projection et une nappe d'azote liquide. Ceux-ci agissent directement sur la ou les cibles. Ici, un employé et le sol.
Enfin, les effets de ces événements finaux sur les cibles sont respectivement des brûlures et la diminution du pourcentage d'oxygène dans l'atmosphère du local. Il reste que des flux de danger peuvent se produire sans l'arrivée d'événements externes. Pour modéliser cette éventualité, nous introduisons la notion de champ de danger. On dit aussi un hyperespace de danger, ici. Ce nuage rouge représente la gravitation. Celui-ci est susceptible de créer un équilibre instable. C'est le but de cet événement, dit interne, parce qu'interne au processus. Un champ de danger peut également produire des événements dits renforçateurs qui vont augmenter l'effet des autres événements sans pour autant déclencher eux-mêmes un événement non souhaité. Nous devons maintenant définir quantitativement et ou qualitativement les événements comme ceci. Pour cela, nous allons utiliser une grille de gravité-probabilité-fréquence qui aurait été préalablement négociée avec les parties prenantes. Pour faciliter le travail, cette grille sera accessible depuis le formulaire des événements. Par exemple, elle peut prendre cette forme, avec comme objectif d'éviter un positionnement dans la zone rouge. Deux possibilités s'offrent à nous. Une approche quantitative, si l'on connaît la probabilité de l'événement, une approche qualitative dans le cas contraire. Ici, en l'absence de probabilité, j'estime pour l'événement choc à 2 sa gravité, peu important effet réversible, et à 4 sa fréquence, probable plus d'une fois. On appelle criticité de l'événement le couple formé par ces deux événements que l'on définit ici. L'approche probabiliste nous indique que la probabilité de l'événement non souhaité pour l'ensemble du processus, ici, de danger, est égale au produit des probabilités de tous les événements qui le composent. Envision fera ce calcul pour nous. Nous aurons terminé de spécifier ce processus lorsque nous aurons reproduit cette démarche sur tous les événements du diagramme. Et notre travail se répétera pour toutes les sources de danger de tous les systèmes à étudier. Revenons rapidement au niveau système, car nous sommes prêts pour découvrir de nouveaux dangers avec l'analyse des scénarios de danger et leur hiérarchisation. Analyser les scénarios de danger et les hiérarchiser. Les accidents ou incidents sont très souvent la conséquence d'enchaînements non prévus, d'événements particuliers. C'est ce que nous allons étudier maintenant sur notre exemple. Regardons ceci avec le conteneur d'azote liquide. Je vais vers la vue 3. Scénario de danger. Deux types de scénarios sont représentés. Les scénarios courts, internes à chaque système, et surtout les scénarios longs, non encore identifiés, qui correspondent à une cascade d'événements. Voici un diagramme de scénario de danger. Son but, d'une part, identifier les scénarios courts, comme ici, les scénarios S2 et S3. Ces scénarios sont directement en sortie du système source de danger. Pour information, un système qui possède le même événement en entrée et en sortie, un rebouclage, est dit autodestructeur. D'autre part, les scénarios longs sont construits en relayant les événements en sortie du système en cours aux événements de même nom en entrée des autres systèmes et ainsi de suite. Je vais maintenant réaliser cette tâche. Pour ce faire, je dois préalablement m'approprier le diagramme. En cliquant ici, Checkout. Puis maintenant, je relie ces événements de même nom entre eux, comme ceci et comme ceci. Cet objet n'a plus d'intérêt, je peux le supprimer, ainsi que celui-ci. Le nouveau scénario prend forme avec l'enchaînement d'événements au travers des systèmes jusqu'au scénario S1, l'anoxie. Nous pouvons littéralement lire ce nouveau danger. Un choc renverse le conteneur d'azote liquide qui répand une nappe d'azote liquide sur le sol, dont l'évaporation provoque une augmentation de la concentration d'un gaz inerte, ce qui provoque une diminution de la concentration en oxygène. L'anoxie en est la conséquence
sur une cible, sur une personne cible. Ce diagramme nous permet de comprendre la genèse du nouveau danger et d'identifier éventuellement ses variantes. Nous pouvons simplifier ce diagramme en construisant à partir de celui-ci un arbre logique comme ceci. Je double-clique sur le scénario. Il est construit simplement en supprimant les systèmes et en transformant les événements en rectangles gris. L'outil facilite cette tâche. La lecture en est encore plus simple. Par exemple, la chute de l'opérateur produit un brouillard qui provoque des brûlures. Pour être exhaustive, cette démarche doit être répétée sur tous les systèmes sources de danger. Nous pourrons alors procéder à leur hiérarchisation en fonction de leur criticité et selon les objectifs précédemment négociés. Ce travail terminé, nous pouvons définir les moyens de prévention et les qualifier. Définir les moyens de prévention et les quantifier. Cette étape consiste à définir et à quantifier des barrières de protection ou de prévention pour tous les événements des scénarios de danger. Le but est de réduire la probabilité et ou la gravité d'un risque lié à l'arrivée d'un événement non souhaité jusqu'à atteindre l'objectif négocié, la zone verte. Il existe deux types de barrières. Des barrières techniques qui offrent une protection souvent efficace mais aussi plus coûteuse, et des barrières opératoires qui consistent essentiellement à définir des procédures d'utilisation, à former les intervenants ou à informer d'un danger. Des combinaisons de barrières sont souvent nécessaires pour réduire le risque à un niveau acceptable. Attention, les barrières notamment techniques peuvent engendrer de nouveaux dangers. Il faut alors refaire une passe pour s'assurer qu'aucun danger n'a été créé. Les barrières ne suppriment pas les risques à 100%. Il reste toujours un risque que l'on appelle résiduel. C'est ce risque qu'il faut maîtriser. Regardons les barrières qui ont été définies et quantifiées pour les événements de la source de danger, le conteneur d'azote liquide. Étudions en particulier les barrières de l'événement choc. L'outil me propose de voir des barrières déjà prévues ou éventuellement d'en ajouter d'autres ou d'en supprimer. Je choisis de les voir graphiquement. Ici, deux barrières ont été définies. Une technique, rectangle vert, et une opératoire, rectangle jaune. Pour définir et quantifier la barrière, comme d'habitude, j'ouvre le formulaire. Une barrière est définie par un libellé, ici, et une description éventuelle. Mais il est utile de renseigner par exemple le coût total de sa mise en œuvre, ici, ainsi que son taux de couverture ou de confiance, là. Ces valeurs nous aideront à gérer le budget. C'est de l'analyse de la valeur au niveau risque. Enfin, l'attribut état nous permettra ultérieurement de suivre son statut. Ne pas oublier de préciser éventuellement les conditions de maintenance, ici, ainsi que le plan de formation. Nous devons effectuer cette démarche sur toutes les barrières et pour tous les événements de tous les scénarios. L'ensemble de ces informations constituera le fond du plan d'action. L'étude du module A est terminée. Nous pouvons passer au module B, l'analyse des risques techniques. Module B, l'analyse des risques techniques. Pour limiter la durée de ce film, nous prévoyons de faire l'analyse des risques uniquement sur un système, la vanne de piquage. Je clique sur le système vanne de piquage et je sélectionne 4, analyse des risques techniques. Celle-ci comprend deux phases, l'analyse des éléments opératoires, ici, et l'analyse des éléments techniques. Commençons avec les éléments opératoires, c'est-à-dire les éléments concernant l'utilisation du système par un utilisateur. L'outil nous propose de faire en premier une analyse des activités que l'on est amené à effectuer avec le système. Je choisis la vue 1, activité. Ce diagramme modélise la procédure de raccordement d'un tuyau à la vanne de piquage. La séquence commence depuis le point d'entrée vert, ici, par raccorder le tuyau à la vanne. À l'intérieur de cette activité, on peut voir la liste des dysfonctionnements possibles et leurs conséquences respectives. Par exemple, un positionnement défectueux peut entraîner une fuite de gaz. On passe d'une activité à l'autre, soit directement, flèche noire, soit par un contrôle, comme ici.
On continue en actionnant la vanne, puis on contrôle la pression. Si tout se passe bien, on atteint le point rouge en sortie, qui marque la fin de cette tâche. Pour continuer avec les éléments opératoires, nous devons retourner au niveau système avec la touche F6. Je clique à nouveau sur la vanne, mais cette fois-ci je sélectionne 2, arbre de défaillance et cause-conséquence. Voici un autre aspect de cette analyse des éléments opératoires, la construction d'arbres de défaillance et cause-conséquence. Ceux-ci servent à modéliser et à quantifier les événements et leurs conséquences. Cette représentation est déduite du diagramme d'activité précédent. Ici, l'événement primaire, ouverture intempestive de la vanne, produira un événement secondaire, une augmentation de la concentration de gaz, qui lui-même produira l'événement final, ici, une diminution de la concentration en oxygène. Les conséquences en seront respectivement l'anoxie, des convulsions et le coma. En l'absence de probabilité, nous utiliserons la technique dite de distribution des barrières opératoires et techniques sur les liens pour quantifier cet arbre, comme ici. Voilà pour les éléments opératoires. Passons aux éléments techniques. Pour cela, revenons au niveau système. Je clique maintenant sur vanne de piquage, ici. Dans ce cas, une analyse fonctionnelle du système s'impose. Je choisis la vue 1, analyse fonctionnelle. Cette tâche peut être simpliste, par exemple une équation mathématique, ou plus sophistiquée comme ici avec l'utilisation de la méthode SADT. Mais chacun pourra choisir sa méthode favorite car l'outil est capable d'apprendre tout type de méthode. Avec SADT, une fonction est représentée par une boîte, comme ici, F01, contrôler la distribution de l'argon. C'est la fonction principale du système. Les flèches représentent les flux de données et de contrôle en entrée et en sortie. Pour spécifier la fonction, j'ouvre son formulaire. Différents onglets contiennent ces attributs, en particulier le libellé qui ici est obligatoire. Parmi les autres attributs, regardons en particulier celui concernant l'AMDEC. Voici les autres attributs. Nous arrivons à l'AMDEC. Si nous spécifions pour chaque fonction ces modes de défaillance, leur cause, la façon de les détecter, leurs effets locaux ou finaux, ainsi que les dispositifs de remplacement, alors nous aurons tous les éléments pour qu'Envision produise automatiquement un tableau AMDEC exhaustif. C'est un des gros avantages de l'outil. Je ferme. La fonction F1 peut bien évidemment se redécomposer en sous-fonctions sans limitation de niveau. Je clique juste dessus. Voici le diagramme de deuxième niveau de la fonction F1. Il comprend deux autres sous-fonctions. L'ombrage, ici, indique que la fonction est elle-même redécomposée. Afin de ne pas perdre d'informations lors du processus de décomposition, Envision vérifie la cohérence des flux entrants et sortants. Cela garantit la qualité de l'analyse. Revenons au niveau système. Comme pour les éléments opératoires, nous pourrons créer un arbre de défaillance des éléments techniques. Ici. Voilà, nous en avons fini avec la vanne de piquage. L'analyse des risques techniques sera terminée lorsque nous aurons répété ce travail sur tous les systèmes qui nécessitent une telle étude. Il est maintenant grand temps de passer à la dernière partie, la production de la documentation. Production de la documentation. Nos efforts vont maintenant porter leurs fruits avec la production automatique de documents, de tableaux récapitulatifs et autres AMDEC. Par exemple, pour générer au format Word le document complet d'analyse de risque, il suffit de 3 clics, comme ceci. 3. Le document est d'abord compilé avec les dernières mises à jour dans la base.
puis formaté selon votre propre format de documentation, spécifié dans des templates. Et enfin, il est exporté vers Word. Laissons-le terminer avant de voir le résultat final. Voilà, nous y sommes. Je vais changer l'affichage, passer en mode 2 pages. On peut générer de cette sorte tout type de document vers Word, Excel ou en HTML à partir de la base de données, avec vos en-têtes, pieds de page, table des matières, logos, chapitres, diagrammes, etc. La génération automatique de la documentation permet de livrer des documents à jour et complets. Elle est la source d'une augmentation significative de la valeur ajoutée des ingénieurs de sûreté et de sécurité qui ne perdent plus leur temps à faire du Word, mais consacrent leur énergie à analyser des risques. La production automatique de la documentation est aussi un élément clé de la qualité de l'analyse. Je reviens dans Vision pour générer une AMDEC, comme ceci. C'est plus rapide. Voilà. Voici une AMDEC exhaustive, générée à partir des éléments de notre analyse fonctionnelle. Deux tableaux. À nouveau, je reviens dans Vision. Deux tableaux, A et B, sont également disponibles, des tableaux de synthèse sont également disponibles en standard. D'autres peuvent être créés en fonction du besoin par les utilisateurs. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette étude et de cette vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt dans cet espace multimédia pour une autre vidéo sur l'analyse fonctionnelle générale ou l'ingénierie d'exigence.